Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Bonjour Baptiste. Bonjour Raphaël, comment allez-vous? Oh, Raphaël, ça faisait longtemps qu'on m'avait pas appelé comme ça. Ah bah je t'ai Ça va pris par bien. surprise directement. Oh oui, ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui Magnifique. pour parler d'un roleplayer, pour faire notre premier épisode sur un roleplayer, ma grande passion. Ça c'est beau. C'est un peu notre Oui. grande passion à tous les deux. Les Ouais, roleplayers, alors, on les adore. effectivement, même si j'ai peut-être un penchant plus que toi pour aimer Ouais. des joueurs encore plus merdiques que les roleplayers, de tout mon cœur. Moi ce que j'aime c'est les name drops. Toi c'est juste tu apprécies les joueurs beaucoup trop. Oui. Moi j'apprécie vraiment, je suis là, non, super basketteur, j'adore regarder des matchs et me focus sur lui alors qu'à côté tu as LeBron James. Que moi juste ce qui me fait marrer c'est de placer Trevor Booker Voilà. par Alors exemple. que moi ce qui me fait rire, c'est de regarder les Suns de Devin Booker, Kevin Durant, Bradley Beal et de me dire, il joue vachement bien off-ball Grayson Allen. Ah là là, c'est beau, c'est Tiens, en beau. parlant de Grayson Allen, transition parfaite Oh. d'un Duki, nous allons passer à un autre, puisqu'aujourd'hui nous allons parler du vieux et de ces 3 points là, JJ Redick, JJ Zizi Rouge, comme tu disais avant d'enregistrer. Je disais Jean-Jacques Pénis Rouge. Ouais, Pour rester poli. pour rester poli. Non, on va parler de ce pauvre bon vieux JJ. Pourquoi allons-nous parler de JJ? Alors déjà parce que je suis Pourquoi un pas, déjà énorme déjà pourquoi pas, très bien. Parce qu'on fait ce qu'on veut finalement, c'est notre podcast, j'avais pas commencé. Vous êtes pas ma mère, ok? Non, parce que déjà je suis un énorme fan de la période Clippers dans laquelle était JJ Redick. Donc autant vous dire que ce mec a occupé une grosse partie de mes nuits au collège et au lycée. Et aussi parce que si un jour je t'ai proposé de faire un podcast, c'est en partie à cause de son podcast à ce type, Le The fameux. Old Man and the Three Things. Mm, Donc, Incroyable. je voulais un peu rendre hommage à la référence. ouais. Ce petit blanc-bec là. Rentrons dans le vif du sujet. Allons-y. JJ Redick, de son prénom Jonathan Claire Redick, Ok. c'est le 3e enfant d'une famille de 5. Il est né le 24 juin 1984. Il naît dans le Tennessee, mais alors il va pas du tout y vivre. Donc on s'en fout finalement du Tennessee. Désolé. On embrasse mon tous petit nos Elvis. amis Tennesseeiens. On a tous quelque chose de Tennessee en nous après tout. Ouais. Elle est placée Oh, celle-là. Waouh. Tonton. Ouais. JJ va donc, Jonathan, pardon, parce qu'il s'appelle pas encore JJ à ce moment-là, va donc grandir à Roanoke, en Virginie. Mhm, C'est donc le 3e. Il a 2 sœurs jumelles qui sont plus grandes que lui, mhm. et c'est elles qui vont lui donner ce fameux surnom de JJ. Pourquoi ? Eh bien parce que ces 2 sœurs, comme 2 bonnes jumelles, disaient tellement tout ce que disait l'autre qu'elles surnommaient à la base Jonathan Jay, Mhm. mais comme elles sont 2, bah JJ. C'est stylé, C'est on un garde, peu c'est un parti. peu marrant, j'aime beaucoup cette anecdote Ouais, déjà. elle me c'est plaît. littéralement comme ça que c'est raconté dans le documentaire que j'ai regardé qui m'a servi à faire le gros de ce podcast. On est dans une famille donc de 5 qui est un petit peu particulière. Alors c'est une famille de très bon milieu, c'est une famille de niveau à peu près aisé. Mhm, Finalement une famille de blancs en Virginie, j'ai envie de te dire un peu random. mhm. À la seule différence qu'ils vivent dans une maison un peu au milieu de la forêt, un peu à l'écart de tout le monde. Presque un petit délire hippie, on va dire, Ah ouais. si j'ose dire. À tel point que d'ailleurs les enfants feront l'école à la maison. Ah On oui, va en parler plus tard. Ouais, non, les enfants ont fait l'école à la maison, c'est maman qui s'en est occupée. ok. Et dans ce contexte-là, on est aussi dans une famille qui avec des parents qui veulent le meilleur et qui veulent vraiment se la donner pour leur enfant et offrir tout ce qui est possible. Mhm. On est dans une famille qui est fan de sport et où on regarde beaucoup de matchs de college basketball, notamment de ACC, puisque c'est la conférence de l'Est des États-Unis, Mhm. si je ne dis pas de bêtises. Mais je crois que non. Sud-Est plutôt, non? En gros. ACC, c'est sud-est, oui. Parce que Bien pour vu. Je suis pas moi, je pense hyper à Big jour sur les East, conférences. tu vois, plus pour l'Est. Ouais, non, ok, ouais, bien vu. Je suis pas hyper à jour sur le nom des conférences. Ouais, moi non plus, NCAA. je les connais pas toutes, mais c'est que Mais dans effectivement, ma c'est qu'il y tête, a la le Big East, découpage, ouais. c'était ça, tu vois.
Mais bref, on n'est Bref, pas là pour en ça. tout cas, ça suit de la ACC. Allez. Et ça va avoir sa petite importance puisque le premier match dont ce petit JJ se souvient, Mhm, c'est quand il avait 8 ans. mhm. C'est un petit Duke contre Kentucky. Oh. Un match en 1991 où Christian Laettner, pour ceux qui se souviennent de ce type, Oh. va mettre le tir de la gagne. Et c'est un match donc de Match Madness. Et c'est l'année où Duke ira remporter sa première Match Madness. Pour ceux qui sont curieux à l'époque dans cet effectif de Duke, nous avons Laettner notamment, mais nous avons aussi Bobby Hurley et surtout Monsieur Grant Hill. Ah mais oui, putain, c'est vrai qu'il a fait Duke Grant Hill. Et ouais, il a Mais fait Duke Grant Hill. Je me souvenais pas qu'il avait joué avec Laettner. Si, il joue Ok. avec Laettner. Laettner, Dream à ce Team moment-là. d'ailleurs, hein. On le précise. Oui, Voilà. oui. Il a fait une Anthony Davis avant Anthony Davis. Il a créé le principe. Pour ceux qui l'ont pas, Laettner sera invité à faire la Dream Team Mhm. alors qu'il est encore en fac. Mhm. Donc là, Gigi, ce jour où il voit ce match, il dit à ses parents Papa, maman, j'ai vachement envie de jouer à Duke pour Coach K plus tard. Et ses parents lui disent bien évidemment c'est bien, JJ, va faire tes maths. Euh, mais, mais JJ, ça, il en a un peu rien à taper. Comme je disais, il fait l'école à la maison. Et autant vous dire que dès qu'il a du temps, c'est direction le driveway, c'est direction le panier. Et ça se fait ses meilleurs scénarios de je joue pour Duke là et je me fais tous les tours de Match Madness parce qu'il en parle, il dit vraiment je me suis fait tous les putains de tours de Match Madness à m'imaginer des scénarios où je devais mettre tant de shoots etc. C'est le truc qu'on se faisait tous quand on était gamin et qu'on Qu'on jouait. s'est exactement, qu'on s'est tous fait. Mhm. Et d'ailleurs de ce petit driveway et de ce petit panier, Gigi il va en tirer des stigmates puisqu'en fait ce panier il est au milieu des sapins finalement. Mhm. Et donc il y a des branches qui passent un petit peu à certains endroits, ce qui force JJ à mettre plus d'arc que nécessaire pour son shoot. Mhm. Tiens, un shooter qui met de l'arc, comme c'est bizarre, ça peut peut-être servir plus tard. Ça me rappelle Reggie Miller et sa sœur. Oui, fait aussi, très bien, très belle autre promo. Ah, ça me fait plaisir. JJ en tout cas à l'époque, donc comme je disais, il s'entraîne beaucoup, il se déclare lui-même comme étant un jeune garçon automotivé qui regarde énormément de matchs, en tout cas du coup de ACC, et beaucoup de matchs de Duke forcément. Mais il a un autre amour que le basket à l'époque. Il a un autre amour où il est plutôt chaud, JJ, c'est le baseball. Tu Puisqu'en m'étonnes, effet, c'est un blanc, bien sûr, c'est le baseball. Puisque alors j'ai appris qu'il y avait une ligue qui s'appelle la Little League pour donc les gens qui sont pas encore en high school aux États-Unis. Ok. Et même du coup je pense que c'est pour l'équivalent de la primaire en Europe, enfin en Mhm. France. JJ il est chaud, genre il a vraiment énormément de records de Little League, il a jamais perdu un match de baseball, En plus, hein. donc autant vous dire que c'est apparemment genre c'était vraiment le meilleur pitcher, parce que du coup c'était celui qui lance, Ok. c'était vraiment l'un des meilleurs pitchers de Virginie. Ok. Donc il est doué Et, pour lancer des donc- trucs en gros, JJ. Exactement, visiblement il est plutôt doué avec ses mains le bonhomme. Une bonne coordination œil-main de naissance. Ouais. Et donc JJ à l'époque, donc il fait comme je disais du baseball et aussi du coup forcément un peu de basket à l'école. Mhm. Et un jour il rentre dans un tournoi de baseball et vraiment JJ il est fracassé. Mhm. Il est épuisé le gosse. Et son père lui dit bah écoute JJ, moi je pense un truc, c'est que si tu veux vraiment être bon dans un des deux sports, il faut que tu en choisisses un et que tu t'y investisses vraiment. T'abandonneras l'autre, mais s'il y a que comme ça que tu pourrais être bon. Mhm. JJ dit ok. Bah du coup ce sera le basket parce que j'ai vachement envie de jouer pour Coach K et Duke, je te rappelle. J'ai peut-être 9 ans mais je me souviens de ce que tu m'as dit l'année dernière. Il arrive donc, avant le high school, quand en fait vous êtes avant le 9th grade. Donc en fait le high school aux États-Unis, pour ceux qui voient pas, ça commence à partir de la fin de la 4ème, début de la 3ème, Mhm. jusqu'à l'équivalent de la terminale pour nous. Ouais, c'est ça, ils font 4 ans au lycée au lieu et que nous on en fait 3. C'est ça. Et donc à l'époque, quand il est un 7th grader, donc en 5ème, son coach, Monsieur Billy X, dit la première fois que je l'ai vu jouer, j'ai vu un gamin qui avait quand même de vraies qualités de shoot pour son âge. Et il dit vraiment genre, il insiste sur le vraie qualité de shoot. Genre, on n'en voit pas sous. Il y a des mecs qui mettent des paniers, mais lui il en mettait beaucoup par rapport aux autres. Il fait donc sa 5ème, il fait sa 4ème, c'est un petit joueur. Enfin, les 7 c'est Ace Grader aux États-Unis, c'est regardé, mais c'est pas encore vraiment le moment où il y a une vraie hype, à part aujourd'hui avec Overtime, etc. Ouais. Non, c'est lors du moment où il arrive donc en 9th grade, en l'équivalent de la 3ème pour nous,
que là, ses coachs ils comprennent que il est un peu spécial, le gamin. Parce que c'est-à-dire qu'il faut faire l'équipe. On a des bons joueurs, mais alors lui, il fait déjà 1m85. Certes, il est mince. Par contre, niveau intelligence de jeu et niveau shoot, il mange toute l'équipe. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On en fait notre 6ème homme au début. Donc, il passe la première moitié de sa saison de freshman sur le banc. Et un jour, il y a le titulaire qui se blesse. Ah, Et du coup, c'est on ta envoie chance, JJ. mon JJ. Fonce. C'est ta chance, JJ. JJ, il va bien la saisir, la chance, puisqu'il va envoyer 25 points dans son premier match. C'est une chance bien saisie, ouais. C'est une chance bien saisie. Il va pas s'arrêter là, il va tout simplement finir la saison à 18 points de moyenne. Alors Pas attends, dégueulasse pour un freshman. C'est la deuxième année, c'est ça, Frenchman? Non, freshman, c'est la première année. Ah, c'est Donc en gros, dites-vous que là, on est sur un gamin de l'équivalent de la 3ème qui va affronter jusqu'à des terminales et qu'envoie 18 points de moyenne sur son shoot. On peut parler... Parce que JJ Redick n'a jamais eu de qualité athlétique, hein, on va pas se mentir. Oui. On peut parler d'un joueur doué, globalement. Oui. Plutôt bon et plutôt déterminé, hein, parce qu'on se souvient, il veut aller à Duke. Et il a d'autres objectifs avant d'aller à Duke. Parce que Duke, c'est la finalité. Finalement, il sait presque qu'il y ira. Bon, il en sait rien, mais il sait presque qu'il y ira. JJ raconte qu'avant du coup de commencer son high school, il s'était fait une fiche avec ses objectifs. Dans ses objectifs, il y avait donc être commit à Duke, il y avait gagner un titre de l'État de Virginie, et être McDonald de l'Américaine. Ok. Voilà, 3 objectifs, ma foi. De petits objectifs, quoi. Des petits objectifs. On arrive du coup à la fin, donc je disais, de la saison freshman. Et bah du coup, il a commencé à faire parler de lui, ce petit sniper hein, qui est un peu jeune. Il fait tellement parler de lui qu'il y a un monsieur plutôt important sur le circuit d'été aux États-Unis, donc le circuit AAU. Je sais pas si tu connais monsieur Bo Williams. Très peu. Très peu. Coach, du coup, qui a fait beaucoup de choses en AAU, puisque il est notamment le coach d'une équipe qui se situe à Hampton, en Virginie. Ah, comme un certain... la ville de naissance d'un certain Allen Iverson dont on vient de parler. Tiens, on va peut-être en reparler. En effet, donc ce programme AAU de Monsieur Bo Williams, il a vu passer du monde, hein, puisque tu disais Hampton est la ville de naissance d'Allen Iverson. Allen Iverson a joué pour Monsieur Bo Williams. Alonzo Mourning a également joué pour Monsieur Bo Williams. Il a vu 2-3 pépites, quoi. Ouais, il a vu du monde. Donc Bo propose à JJ de le rejoindre. Seul hic, c'est à 3-4 heures de route de la maison, parce qu'en fait c'est littéralement de l'autre côté de la Virginie. Mais ils s'en foutent les parents, hein. Mon gamin veut jouer, mon gamin veut avoir de la compétition, on va faire en sorte de l'emmener. Ça va être plutôt sympa, hein. On va repasser sur on va faire un petit saut dans le temps et on sera un peu plus chronologique pour le reste de sa carrière au lycée. En AAU, Monsieur JJ Redick, en 3 ans, c'est 2 titres nationaux et une 3ème place. En pas étant dégueu. genre the main guy. Pas dégueu. Non, pas dégueu du tout. On en parlera plus tard. Je vous dirai un petit peu qui est-ce qu'il y avait dans sa génération à JJ Redick, parce qu'il a quand même cassé 2-3 gueules à 2-3 grands noms. Ah là là. Et c'est d'ailleurs pendant cette première année de AAU, donc on revient au moment où il est fin de freshman, début de sophomore hier, que il y a un jeune assistant coach de Duke qui vient d'arriver, qui chope sa première mission, un monsieur qui s'appelle Chris Collins. Coach K l'appelle et dit ouais, j'ai entendu parler d'un petit blanc là en Virginie, t'irais pas un peu voir ce qu'il donne. Chris arrive et c'est ses propres mots, hein, il dit j'ai regardé le gamin jouer 5 minutes. Et j'ai dit non, faut qu'il vienne à Duke, il y a aucun doute là, il va pas autre part, il vient chez nous le gamin. Donc il filme, il envoie tout ça à Coach K. Et Coach K dit, et ça je trouve ça exceptionnel, il dit d'abord j'apprends que le gamin est absolument fan de Duke. Puis il dit mais c'est parfait, le gamin veut jouer pour nous. Et il dit surtout, je regarde les mixtapes et là je me dis, on est certainement face à l'un des meilleurs joueurs qui me sera donné de coacher dans ma carrière. Oh, et Coach K a coaché du monde. Ouais, pour ceux, hein, Coach K, Team USA, il a coaché LeBron, il les a tous coachés. Il les a pas tous coachés en NCAA, mais il les a tous coachés au moins après. Pensez à une superstar NBA des années 2010, il a été coaché au moins une fois par Coach K. C'est ça. Et on rappelle qu'avant JJ, il a quand même eu Grant Hill notamment. Petit joueur de basket aussi. Voilà, quand il parle de JJ Redick, il dit donc que c'est certainement l'un des meilleurs joueurs qui lui sera donné de coacher. Petit compliment.
En plus du jeu de JJ, Duke aime bien quelque chose, son sérieux pour les études, à l'époque en tout cas, sa volonté de faire 4 ans à la fac, et le côté, c'est un gamin proche de ses parents. Donc ça va parfaitement dans les valeurs de Duke. Donc, JJ qui vient déjà d'impressionner tout le monde en fin de freshman, qui commence à recevoir des lettres, notamment à l'époque on parle de lettres de Michigan State et de... J'ai perdu, ils sont où ? Et des Gators de Florida, pardon. JJ, il raconte... Exactement. Il raconte que ces lettres, il s'en bat les couilles, il les ouvre même pas. Tout ce qu'il attend, c'est la lettre de Duke. Et il ira pas à l'université si c'est pas Duke. Ah ouais, c'est vraiment un die-hard de chez die-hard fan, quoi. C'est vraiment un die-hard fan et ça va payer puisque avant sa saison sophomore, il va recevoir la lettre de Duke. Il est le plus jeune, encore aujourd'hui, le plus jeune commit de l'histoire de Duke. Putain. Ouais, c'est un truc de fou furieux. Il avait quel âge ? Saison sophomore. Ah bah du coup, il était en l'équivalent de la seconde, donc il devait avoir 15 ans. Oh putain. Voilà. Ça pose un peu un bonhomme au niveau high school. Hein. Ouais. Incroyable. Ouais. Surtout que du coup, il lui reste 3 ans, je te rappelle, de high school. Et il a des objectifs, je t'ai dit, JJ. Il est pas là pour faire de la figuration. Il voulait être All-American, quoi. C'est ça. Déjà, donc saison sophomore, le bruit commence à se faire en Virginie autour de lui. C'est le plus jeune commit de Duke, ça y est, on commence à en parler. Tous les matchs, à partir de la saison sophomore, que JJ Redick disputera jusqu'à la fin de sa carrière à school, sont sold out. C'est un bonhomme qui fait vendre. Hein. On peut le dire. Ah, on peut le dire. Basketballistiquement parlant, ça va être un peu plus compliqué. En sophomore, ça échoue. Ça va pas jusqu'au titre, ça s'arrête au début du tournoi d'État. En junior, ça s'arrête en quart de finale, malgré des saisons individuelles de JJ où je crois que respectivement il envoie quelque chose comme 28 et 30 points. Pas dégueu pour du lycée. Pas dégueu pour du lycée. Donc, on skip ces 2 saisons-là, on arrive à la dernière saison, la saison senior. C'est maintenant ou jamais, finalement. Ah oui. Il faut le faire. JJ commence la saison, il est monstrueux. Il le dit. Il sait qu'en plus, je t'en avais parlé tout à l'heure, il avait comme objectif d'être McDonald's All-American. Il savait que s'il faisait globalement une bonne saison senior, vu le bruit médiatique qu'il avait fait avant, il était sélectionné. Il démarre la saison en trombe, tout se passe très très bien, jusqu'à la mi-saison à peu près. Petit match, contre-attaque, et là il dit je pose le pied, je veux accélérer, et il dit là j'ai l'impression qu'on me marche sur le pied, je sais pas ce qui se passe. Il finit le match, et là à la fin du match, le pied est bleu et noir. Ah, et il va pas un bon signe ça généralement. Non, il va voir le médecin, pas un bon signe du tout, puisqu'en fait il vient de se déchirer la voûte plantaire. Se déchirer la voûte plantaire ? Ouais. Alors, c'est pas une blessure très commune ça ? Non, c'est pas une blessure très commune, et c'est une blessure, à l'époque, son médecin lui dit bah c'est simple mon ref, là c'est repos et tu dis au revoir à ta carrière de lycéen. Sauf que je rappelle que JJ il veut gagner un titre. Du coup genre c'est chiant tu vois pour gagner un titre de dire au revoir à ta carrière de lycéen. Bah un peu, c'est pas très compatible quoi. C'est ça, du coup il appelle le médecin de Duke et il dit voilà ce que j'ai et tout, et le mec lui dit non franchement t'es pas obligé d'arrêter ta saison. Si tu laisses ton pied dans la glace pendant 3 semaines et que tu te reposes, ça devrait le faire. Ça l'a fait. Du coup, tournoi universitaire, autant vous dire qu'il fracasse les tours les uns après les autres, jusqu'en demi-finale, où il fracasse toujours, mais il se reblesse. Oh non. Ouais, il se reblesse, sauf que il finit le match, et là il dit je dis rien à mon coach et mes coéquipiers. Il rentre chez lui, il raconte que je fais exprès de ne pas me changer après le match. Il dit je viens vite voir ma mère et je lui explique qu'il faut qu'on rentre à la maison tout de suite. Genre il n'y a pas de doute, on rentre maintenant. Et il dit en fait il arrive à la maison, il enlève sa chaussure et là de nouveau le pied bleu et noir. Et là on va arriver sur un événement qui est marquant pour JJ le joueur et qui est marquant pour JJ l'homme. Il se dit bon, la finale c'est demain, je mets mon pied dans la glace toute la nuit et je prie. Et littéralement, je prie pour que Dieu m'épargne des douleurs pendant les 32 prochaines minutes du match de demain. JJ Redick est quelqu'un d'extrêmement croyant. Et il raconte ce moment comme l'un des moments qui a cimenté sa foi avec Dieu. Et en fait, j'en parle. J'aurais peut-être pas parlé pour d'autres joueurs parce que vraiment, dans le documentaire, il prend vraiment le temps d'en parler. Genre, il dit je suis quelqu'un d'extrêmement croyant, j'ai une certaine relation. Il parle vraiment d'une relation avec Dieu. Et il dit c'est ce jour-là que j'ai compris que Dieu était de mon côté et que Dieu était avec moi.
Ses prières seront entendues. Il pourra jouer la finale sans aucune douleur. Il mettra 34 points. Ah mais le scénario de film. Ah ouais, vraiment. C'est incroyable. Vraiment, le petit blanc qui prie alors qu'il s'est blessé et qui peut jouer la finale et qui c'est un film de Noël qui passe l'après-midi sur M6, ça. Exactement. Putain, c'est ouf. Du coup, il gagne ce titre. Autant vous dire que ça chiale. Ça chiale, hein. J'imagine, oui. J'imagine qu'il y aura un paquet de larmes, ouais. Juste après ça, du coup, quelques semaines après, donc il a le temps de se reposer, de se soigner correctement, il y a le McDonald's de l'American. Je vous ai dit qu'il y avait des mecs sympas dans sa génération. Il va être MVP du McDonald's de l'American. Dans l'équipe, il y a Carmelo Anthony et Amar'e Stoudemire. Ah, des petits joueurs sympas, ça aussi. Ah ouais, non. Oh putain. Oh, JJ. Ouais, il y a un mec qui raconte, un journaliste qui raconte que, il dit, moi à l'époque, je viens parce que je viens voir les 2 autres commits de Duke de la même année. C'est un mec qui s'appelle Randolph, et alors l'autre, j'ai mangé son prénom. Zach Randolph. C'est 2 intérieurs, hein. Zach Randolph. C'est Randolph, un blanc. Je crois qu'il a jamais fait de carrière derrière en NBA, mais c'est un bon joueur de NCAA. Et donc en gros, il y a ces 2 intérieurs, un blanc et un black, qui sont plutôt impressionnants. Et il dit, moi je viens les voir pour jouer eux, et je viens aussi pour voir Carmelo et Amar'e. Et il dit, et là à l'entraînement, je comprends que le meilleur joueur, c'est ce petit blanc dont j'avais déjà entendu parler, mais où je pensais qu'il était surcoté. Il va défoncer le match, apparemment. Bah, s'il est MVP, c'est qu'il a fait une petite feuille, il est élu MVP, mais apparemment il défonce vraiment bien le match. Ah ouais. Donc ouais, il paraît que vraiment, je crois qu'il envoie genre 30 wimp encore. Oh bah. Et ouais, finalement c'est classique pour JJ. Ouais, c'est un mardi quoi, enfin, je sais pas. C'est un vrai mardi. Donc voilà comment se termine sa carrière high school. Il a rempli tous ses objectifs, hein. Il est plus jeune commit de l'histoire de Duke, il est champion, il est McDonald's de l'American. C'est parti, premier match avec Duke, c'est le fameux scrimmage. Pour ceux qui connaissent pas, histoire de présenter leurs freshmen, chaque année, en début d'année, Duke organise le Blue and White Scrimmage, donc c'est 2 équipes qui s'affrontent des gars de Duke, et ça permet de faire le show, de montrer un peu tout le monde, c'est super chouette. Chris Collins, donc le mec dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est l'assistant de Coach K, dit vraiment, à un moment donné, je vais pour lui parler, et il dit, je m'arrête et je le regarde, et je vois vraiment un gamin qui vit son rêve. Il dit, il a les yeux émerveillés de se dire qu'il joue pour Duke, il est limite en train de trembler. Et c'est beau, c'est un mec qui vient de réaliser son rêve, voilà, je voulais dire ça, c'est juste putain de beau. Magnifique. Ouais, magnifique. Le match, bon, il va se faire casser la gueule apparemment par Dante Jones dans le match. Parce que les gars disent, ouais, bah il est arrivé en jouant comme un lycéen, Dante Jones avait déjà 2 ans de NCAA, et où il lui a pété les genoux. Apparemment, les gars racontent vraiment, il dit, Dante était un gros con, genre c'était défense tout terrain, interception. Mais JJ dit, ça m'a servi parce qu'en fait ça m'a fait prendre conscience que bon, va falloir que je m'adapte quand même. Genre c'est bien, j'ai surdominé, mais c'est autre chose encore le jeu NCAA. Première année, il passe titulaire à la mi-saison, hein, finalement, comme quand il était freshman en high school. Il va finir la saison en tournant à 15 points de moyenne. Il avait clairement tout le bagage technique nécessaire pour jouer en NCAA. Oui, que tu sais que je passe sur ça, 15 points de moyenne, c'est vraiment énervé. Hein. Ouais, c'est. Certes, c'est qu'un shooter, c'est pour un freshman, c'est vraiment énervé. Si on traduit ça en NBA actuel, 15 points en NCAA, c'est quoi? C'est un 28 en gros. En équivalent NBA actuel? Ouais. Ouais, c'est comme si vous avez un rookie qui arrive et qui tourne à 25 wimp. Genre Victor. Genre Victor. Il est un peu... Victor tourne pas à 25 points de moyenne. Je sais. Victor tourne à 21 points de moyenne. Hein. Je sais. T'es chiant. Mais j'aime être précis. Tu m'emmerdes. Eh oui, je suis là pour ça. Allez, continue ton histoire. La première saison, donc ouais, il avait, comme je disais, tout le bagage technique, mais il faut apprendre le rythme du jeu et il faut se mettre à niveau pour la pression que c'est de jouer pour Duke. Parce que autant vous dire que vous êtes un blanc, vous êtes bon, vous êtes à Duke, vous êtes détesté par les 3/4 du pays. Déjà. Et vous êtes adulé par. Et vous êtes d'un demi-dieu à Duke. Donc la première année, ouais, il tourne qu'à 15 points de moyenne, faut s'y faire. La belle saison de JJ en freshman, elle va être ponctuée par un événement magnifique. On est donc dans le ACC Tournament, donc c'est le pré-tournoi avant la March Madness.
on est en deuxième mi-temps de la finale. Et les Blue Devils, ils sont en train de perdre de 15 points. C'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. Là, Coach K dit, j'ai vu... Là, il utilise un truc, il dit, là, c'était comme si vous étiez dans un match de boxe, au 12e round, le mec est quasiment KO, et en fait, au 13e, il est frais, au 14e, il est encore plus frais, et au 15e, il vous met KO. Parce que là, JJ, il va prendre feu, il va mettre 23 points en 10 minutes. Pas mal. Pas mal. Pas mal, JJ. Pas mal, JJ dira, bah, en fait, moi, ce scénario, je l'avais déjà joué plein de fois sur ma driveway. Et littéralement, c'est ce qu'il dit, et j'adore la confiance du type. Donc du coup, le match est gagné pour Duke, direction la March Madness. Ça va s'arrêter en Sweet 16 contre le Kansas de Nick Collison et Kirk Heinrich. Pour JJ, c'est un soir où rien ne rentre, malgré les bons tirs, c'est compliqué. Il y a des jours comme ça. Vous t'arrives pas à jeter un caillou dans la mer, quoi. C'est ça. Quand vous êtes un shooter, ça arrive. Malgré tout, la saison est très très belle, comme tu disais tout à l'heure, 15 points, etc. Les trophées individuels, il y en a quand même des bien sympas. Hein. ACC All Freshman, All ACC Third Team et All ACC Tournament Second Team. Donc, autant vous dire que le petit freshman vient de marquer les esprits. Il vient pas que de marquer les esprits, il vient aussi de marquer beaucoup de paniers. Il vient marquer beaucoup de paniers, effectivement. On en parlera après, plus tard. Tu allais me donner un beau tapis rouge, mais je l'utiliserai plus tard. On va continuer chronologiquement. Allez. Saison sophomore, c'est peut-être la saison pivot de la carrière de JJ Redick. C'est vrai que je raconte vraiment n'importe quoi, faut que j'arrête. Il est scoring guard. Il ne faut pas faire de private joke dans un podcast, les gens ne l'ont pas. C'est vrai. Pour la vanne, je viens d'apprendre aujourd'hui, après quasiment 10 ans à suivre de l'NBA, que SG ça voulait dire shooting guard et pas scoring guard. Du coup, là il vient d'en prendre pour 10 ans supplémentaires de moi qui vais me foutre de sa gueule. Je suis ravi d'avoir cette bille là. Bref, reprenons la saison sophomore de JJ. Elle est tout simplement meilleure que sa saison freshman. Oui, le man progresse, quoi. Ça se tient. Bah ouais, le man progresse. Alors, pas tant statistiquement, puisqu'il va tourner que à 16 points de moyenne. Oui, j'ai mis que avant 16 points de moyenne, j'en ai rien à foutre. J'espère que t'as fait des guillemets avec tes doigts quand même. Non, pas du tout, je suis vraiment insolent. En tout cas, ces 16 points de moyenne, ça lui permet d'être le meilleur marqueur de Duke. De nouveau les emmener à la March Madness, et vu la saison régulière que JJ avait permis aux Blue Devils de faire, ils sont même premier seed pour cette March Madness. En plus, ils ont un effectif plutôt pas mal, donc ils ont Dante Jones, dont je vous ai déjà parlé en meneur avec JJ, qui est un bon joueur du début des années 2000 pour ceux qui voient pas. Ils ont un freshman au poste 3-4, je sais pas si ça te dit quelque chose, Lou Holding. J'ai déjà entendu parler de ce type. Ouais, un mec plutôt pas mauvais, Lou Holding. Un Britannique. Un Britannique, exactement. Et ils ont toujours leur duo d'intérieur avec le mec dont j'ai mangé le nom là, et Randolph. Je suis vraiment dépité d'avoir mangé le nom de ce mec. C'est clairement une sacrée équipe. C'est même une power place, comme diraient les Américains. Ils vont, pardon, je fais beaucoup trop de E. Ils vont donc du coup jusqu'au Final Four de la March Madness. On arrive, premier match du Final Four face à Connecticut. Le match est ultra serré, 79-79. Il reste quelque chose comme 16 secondes à jouer. JJ a le ballon dans les mains pour la décision. Il va au drive. Les mecs prennent tout sauf le ballon. L'arbitre fait tout sauf siffler. Du coup, interception, contre-attaque et défaite. C'est dur. C'est dur. Ah ouais, c'est très dur. Coach K a vraiment le seum dans l'interview quand tu l'entends parler. Hein. Ouais, tu m'étonnes. Il dit j'ai le sentiment qu'il y avait beaucoup de peau. JJ, lui, de son côté, on va vous en parler après. JJ, il a un autre regard sur ça. En tout cas, la saison s'arrête là pour lui. Il est encore, cette fois-ci, All ACC Second Team. Mais, comme je disais, JJ, il a un autre regard parce que là, c'est une année dure pour JJ. C'est une année très dure. C'est une année où il s'est un peu monté le bourrichon, notre ami. Oh non, on va dire ça comme il est. Ouais, JJ, son comportement et son mental, ça plonge fortement. Il explique que lui, il s'en fout à l'époque d'avoir perdu contre Connecticut en Final Four. Enfin, en fait, il dit «
je n'utilise pas ça comme l'élément de motivation que ça aurait dû être pour le reste de ma carrière. Mhm. Globalement, il vient de passer une année où il fait la fête, il sèche les cours, il parle quasiment plus à ses parents. C'est pas fou. JJ, qu'est-ce que tu nous fais là? Tu nous habitues à mieux. Bah, en même temps. JJ, c'est... Il nous fait dur. sa petite crise d'adolescence, quoi. Il nous fait une espèce de crise d'adolescence, etc. Etc. Pas du tout. Exactement. Et bon, comme dans toute bonne crise d'adolescence, si vous avez des figures d'autorité qui sont compétentes, vous pouvez être mis dans le droit chemin. Ça tombe bien, ces figures d'autorité, c'est Coach K et Chris Collins. Ils lui disent, allez, viens dans le bureau, JJ, on va discuter. Et là, JJ dit, on m'a tenu l'un des discours les plus impressionnants de ma vie. Coach K m'a regardé et m'a dit, premièrement, si c'est comme ça que tu te vends, sache que tu te vends vraiment pas cher. Deuxièmement, on n'a aucun moyen de savoir, ni moi ni Chris, à quel point tu peux devenir bon. Le seul qui peut répondre à cette question, c'est toi. Donc on va faire simple, on va pas te virer. Mais si tu changes pas de comportement, tu vas juste devenir un spot-up shooter. Oh, le discours de mafieux. Ouais. C'est un discours de mafieux basket, hein. Ah, mais je vois trop Coach K avec lui. Tu sais, dire ça dans sa chaise de bureau, là, son grand bureau au sommet d'une tour, en train de tripoter sa chevalière, tu vois. Juste, c'est ça, il est même là. pas énervé, tu sais, juste déçu. Ouais, Il c'est te ça. fait comprendre qu'il est déçu. Espèce de mafieux JJ polonais, là. Exactement. JJ dit donc à ce moment-là, il se remet en question et il dit en fait, je me rends compte que je suis extrêmement immature, mais que c'est et de ma faute et pas de ma faute. Il dit, j'avais du mal à accepter que j'étais un petit con. Voilà. Il dit, au bout d'un moment, fallait mettre les termes. J'étais I am a jerk, comme il dit. Et surtout, il dit en fait, à l'époque, la pression de Duke, c'est trop. Ouais, Il dit, que ce soit vrai ou pas, j'ai l'impression d'être sous un microscope en permanence. Et il dit ça, je le supporte pas. Moi, tout ce que je veux, c'est être normal. À tel point qu'après cette réunion, il se pose la question d'arrêter le basket. Ah, quand même. Ouais, parce qu'en fait, il dit, mais est-ce que ça en vaut la peine de tout ça? Il reparle à ses parents. Ses parents lui disent, tu vis ton rêve. Genre, c'est... Enfin, pas tu t'en doutais, mais tu vis ton rêve, ça vient avec le fait de vivre ton rêve. Il faut l'assumer aussi. Donc autant dire qu'il reprend un peu confiance, il ressort la tête de l'eau. Il dit à Chris, on va s'entraîner fort cet été. Il s'entraîne très fort pour sa saison junior à base de 2 entraînements par jour. Il va prendre quasiment 7 à 8 kilos durant l'été. Oh. Donc autant vous dire que pour un mec qui Belle devait refaire prise de 75 ouais, quand vous faites 75 kilos à la base et que vous vous retrouvez à quasiment 83 kilos, ça change beaucoup de choses dans votre jeu. Direction la saison junior. Et heureusement qu'il a pris du poids, parce que là il va falloir avoir les épaules très solides. C'est le joueur le plus détesté du pays, il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a des insultes, et il en parle, il dit les insultes sur moi, soit. Mais il y a des insultes sur tout le monde, toute sa famille, et en particulier, parce que JJ a une petite sœur qui a 12 ans, et il dit en particulier sur ma petite sœur, et apparemment, de ce qu'il dit, c'était vraiment immonde. Non. Donc je vous laisse imaginer ce que des fans de basket un peu trop irraisonnés dans leur passion peuvent dire. Ouais. Sporting News, un journal américain assez connu, va même sortir un article qu'ils vont appeler les 13 raisons de regarder jouer le joueur le plus détesté des États-Unis. Ok. Gratuitement, Voilà. comme ça, genre. Gratuitement. Ok. Hein, Comme ça, sans sauce, sans rien, sec ouais, quoi. comme ça, sans sauce. Vraiment sans sauce, parce que vraiment, Coach K va dire, je pense que c'est le pire qu'un joueur ait pu subir dans l'histoire de Duke. Et pourtant, il y a eu Leitner. Hein. Et pourtant, il y a eu Leitner. Il y a littéralement un documentaire qui s'appelle I Hate Christian Leitner. Oui. C'est C'est dire. si bien, c'est dire hein, ce que JJ a pris dans la gueule. Mais comme il dit, là ça va mieux, je suis mieux entouré, j'en ai parlé, ça y est, j'ai percé l'abcès. Je vais me créer une carapace. Vous voulez quoi? Vous voulez que je sois un petit con, un petit arrogant, un petit trash talker? Il y a pas de souci.
Je vais devenir tout ce que vous détestez. Je vais me nourrir de votre haine pour performer. Et là, c'était un demi-dieu à Duke, ça devient un demi-dieu sur le terrain. Hein. Il y a un show qui tourne à l'époque dans Duke qui s'appelle Good Time, qui est une sitcom. Et JJ, c'est le personnage principal du show. Déjà, je trouve ça incroyable, le mec a un show où c'est le personnage principal. Je crois que j'avais vu des trucs passer de jeunes JJ dans une espèce de sitcom chelou. C'est ça, parce qu'en fait, du coup, il lui donne un surnom dans ce truc-là, c'est Dynamite. Okay. Et ça va devenir son chant. Ça fait JJ Redick Dynamite. Incroyable comme chant. Incroyable, vous allez taper ça sur YouTube, vous allez kiffer. Bref, revenons sur le basket. Ça a payé. JJ est un joueur bien plus all-around offensivement grâce à son entraînement de cet été. Surtout qu'à Duke, en termes d'effectifs, rien se passe comme prévu. C'est-à-dire que Liu Holdeng devait rempiler pour une année pour sa saison sophomore. Il s'est déclaré à la draft. On devait recruter Sean Livingston. En fait, il est allé à la draft depuis le lycée. Donc là, JJ, courage. Hein. Franchement, bonne tape sur l'épaule et vas-y mon gars, hein, emmène-nous. Prends tout le monde dans ton gros sac à dos là et tes grosses épaules là que tu t'es fait cet été. Et allons-y. Allons-y, Alonso. Hein. Ah, il va exploser les scores, JJ. Hein. Il va monter à 22 points de moyenne. Oh putain. Ouais, à 40% au tir au global, 40% à 3 points. Donc autant vous dire qu'il prenait beaucoup de tirs à 3 points et 93% au lancer franc. Propre, hein. Tellement propre que Coach K va dire de JJ, des fois vous avez un joueur qui l'a. Et JJ il l'a. Il a le charisme, il a le désir d'emmener ses qualités au plus haut niveau. Il a tout ce qu'il faut. Il a des grosses couilles, finalement, on peut même le dire. Voilà, les termes sont dits, là. Il n'y a plus rien de chrétien dans cet épisode, c'est terminé, ça y est. Non, c'est fini. Donc, une exceptionnelle saison régulière. Il arrose tout le monde, il est détesté dans toutes les salles, mais il est trop fort. Franchement, ça devait être exceptionnel à vivre. À la fin de la saison régulière, donc il est élu ACC Player of the Year. Il est élu ACC First Team. Consensus All-America First Team. Il gagne le Rupp Trophy, qui est littéralement avec le Naismith Trophy, le deuxième trophée le plus prestigieux, puisque c'est tout simplement le trophée qui est décerné au meilleur joueur de D1 NCAA. Donc, il en impose. Hein. Ouais, le man est là, quoi. le man est là. En finale du tournoi ACC, le man va être bien là puisqu'il va envoyer 26 points contre Georgia Tech. Ils vont gagner le match et là c'est la libération. Enfin c'est pas la libération. Ouais si c'est la libération pour JJ dans le sens où, comme je vous l'ai dit, il a vécu un été avant compliqué. Il a percé l'abcès, il a fait tout pour que ça aille mieux, etc. À la fin de ce match, il éclate en pleurs. Il va dans les bras de Coach K. Il dit à Coach K qu'il l'aime. Coach K lui dit qu'il l'aime. Après, c'est beau. Il court voir ses parents. C'est magnifique. C'est une communion avant la March Madness. En plus, les Blue Devils sont de nouveau number one seed. Mais ça va encore tomber en Sweet 16 contre Michigan State cette fois-ci. Oh, mais t'avais fait un putain de build-up là. Pour moi, ils allaient être champions là. Oh. Ouais. Tu fais chier. Je suis désolé, mais non, c'est compliqué pour JJ. Ça passe pas. En même temps, je l'ai dit, il avait un effectif. Un effectif qui était pas facile. C'est pas grave, il reste une saison. Là, il est au summum. Ça y est, c'est sa 4e année. Il est bien dans sa tête, il est bien dans son basket. Coach K vient le voir avant la saison, lui dit: tu as carte blanche. Et il lui dit vraiment mot pour mot, c'est-à-dire que prends tous les tirs que tu veux, puisque c'est comme ça que je compte gagner. Donc si tu les rates, c'est que c'est mon système qui a raté. Ce sera jamais de ta faute. Vraie confiance. Ouais, vraie confiance. Surtout, imaginez bien donner cette confiance à un mec qui est monstrueux, enfin qui est un putain de shooter. Là, j'ai écrit dominant en majuscule, comme tu l'avais écrit pour Cheryl Miller dans le podcast d'il y a quelques semaines. Belle ref, j'aime, j'apprécie. Ouais, belle ref. Tu veux 4 des plus gros matchs? Enfin, 4 des plus gros matchs, non. Il a fait plein de matchs dans le même range de points, mais j'en ai pris 4 comme ça, parce que voilà. Vas-y, regarde-moi. 41 points, 36 points, 35 points, 40 points. Ok. Genre ça, c'est un alignement de 4 matchs d'affilée. Ah, de suite. Ah, j'avais pas l'info. Oui. Mais c'est dites-vous qu'il y en a d'autres dans la saison. Ouais, c'est des stats Kobe-esques. Ouais, en fait. Puis en NCAA, hein. On joue 40 minutes, on joue sur un plus petit terrain. Putain.
Et on joue plus lentement, surtout. On a des possessions de 35 secondes. Ouais. JJ déclare que c'est clairement sa saison la plus fun de sa vie. À l'époque, il se tire la bourre. Les plus férus de NCAA et de basket se souviendront d'Adam Morrison. C'est la fameuse Adam Morrison, donc autre blanc super shooter, qui donc se bataille cette année-là. Lui aussi est senior avec JJ pour le titre de meilleur scoreur. Spoiler, c'est JJ qui le prendra. On en parlera après. Bravo, de ses stats sur la Gigi. saison. Bravo Gigi, effectivement. Pour l'anecdote, il va tourner à 28,9 points de moyenne sur sa saison senior. 28 points en NCAA. Pardon. Ouais, mon gars. Donc là, si vous avez bien suivi, depuis tout à l'heure qu'on parle de JJ à Duke, il est doué pour mettre des paniers, l'ami, non ? Oui, 28 points de moyenne en NCAA. Donc ouais, il est un peu doué, garçon. Il est carrément un peu doué. Il va, du coup, cette année-là, décrocher le titre honorifique de meilleur scoreur de l'histoire de Duke. Un soir de 25 février 2006, l'ancien record était à 2556 points. Et c'était détenu par Johnny Dawkins. Qui, l'histoire est belle, est assistant de Duke au même moment. Incroyable. Et ouais, donc JJ va passer le record sur un tir à 3 points devant le banc de Duke. C'est magnifique parce qu'il JJ reste concentré dans le match, mais vous avez Johnny Dawkins qui se lève et qui est heureux de voir ce mec dépasser son record. C'est magnifique. Il va pousser le record jusqu'à 2769 points. Et il détient toujours ce record. Et honnêtement, à mon avis, c'est un record qui est pas prêt de tomber. Pour vous donner un petit ordre d'idée, le joueur qui est passé le plus proche de ce record, c'est monsieur Kyle Singler à l'époque, donc entre 2008 et 2012. Kyle Singler a mis 2392 points. Il y en a encore beaucoup il à en manque chercher. 400. Il en manque 400, c'est ça. Il en manque 400. JJ confiera qu'il avait donc cet objectif depuis freshman et que sur un papier, il avait noté, alors voilà, si ma saison freshman, je tourne à tant de points, sophomore tant de points, le junior tant de points, senior tant de points, qu'on joue à peu près ce nombre de matchs, le record devrait être dans une certaine striking distance. Bah écoute, JJ, va falloir arrêter de noter des choses parce que visiblement ça te réussit vachement bien. Il va finir cette saison, il est magnifique. On va arriver donc encore une fois dans ce ACC Tournament. Et là, en finale, JJ va affronter Boston College, enfin JJ et Duke. Et ce match est décrit par Coach K comme le match le plus dur qu'il ait eu à coacher de sa carrière, mais dur en termes d'intensité physique. Il parle d'une véritable guerre, dont JJ Redick va sortir vainqueur en étant monstrueux, puisqu'il va envoyer 30 points. Putain. Parce que pourquoi pas envoyer 30 points dans le match le plus dur de... Je disais donc que JJ Redick sort grand vainqueur de cette guerre contre le Boston College. On repart donc ensuite 16. Ça va encore tomber en Sweet 16. Oh putain, non mais le gars... Le mec, vas-y, lâche Koumoun, quoi. Ouais, il va tomber cette fois-ci contre le LSU de Glenn Baby Davis. Hein? Big Baby Davis? Incroyable. Glenn Baby Davis qui à l'époque était pas si gras que ça, hein, est vraiment impressionnant. Bah voilà, c'est fini. Le rêve de JJ de gagner un titre avec Duke est terminé. Lui est très déçu parce qu'en fait il explique que pendant longtemps il va avoir du mal à comprendre pourquoi il n'a pas gagné ce titre. Il dit tout était en place pour que je gagne, toute l'histoire, tout était magnifique et j'ai pas gagné. Et il dit même aujourd'hui, voilà, quand il parle de trucs, à l'époque il est déjà à Philadelphie, il dit voilà, aujourd'hui je suis passé dessus, mais ça aurait été bien de gagner avec Duke, putain, ça aurait mis un dernier point sur tout ce que j'ai fait avec cette équipe. Coach K aussi aura des regrets et dira que c'est c'est le joueur à qui il regrette le plus de ne pas avoir offert de titre. Donc c'est très beau. Je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a une très belle relation entre les deux hommes. Bah ça a l'air, oui. Ouais, ça a l'air. Et Coach K et JJ Redick sont devenus réellement amis. Et JJ dit j'ai énormément de chance parce que j'aime Coach K même, on est très amis. Il raconte une petite anecdote où il dit voilà, quand je me suis marié,
Je me suis marié en début de saison universitaire. Je sais que c'était au moment du camp d'entraînement de Duke. Coach K a pris un avion après le camp d'entraînement, est venu au mariage, est resté à parler avec tout le monde, à danser et est reparti tôt le matin à Duke. Putain. Donc c'est vous dire l'amour qu'il y a entre ces deux hommes. Ah ouais, incroyable, vraie bromance. Ouais, vraie bromance. Je les cite parce que c'est vrai que je les ai pas cités. Les trophées individuels de la dernière saison, alors je vais essayer de faire ça comme Eminem parce que sinon on en a pour 3 jours. Vas-y. ACC Player of the Year, ACC First Team, AP Player of the Year, donc AP c'est un journal, AP Pre-Season All-America, Consensus All-America First Team, NABC Division 1 Player of the Year, Naismith Award, Rupp Trophy, Sporting News Player of the Year, USA Basketball Player of the Year, Wooden Award, ACC Tournament MVP, All ACC Tournament First Team. Bois une gorgée là. J'en ai bien besoin. Ouais, pas mal. Ouais, avant d'attaquer sa carrière NBA, on va terminer donc avec son histoire avec Duke. Il aura son maillot retiré, bien évidemment. Ce sera le 4 février 2007. Gigi va faire un magnifique speech, mais il va oublier ses parents. Mais le boulet. J'adore casser le build-up avec ce mec parce que c'est un peu tout le résumé de sa vie. Littéralement, il explique que même lui, il comprend pas. Il dit, je parle de plein de choses. Mes parents sont à ma droite. Et je finis mon speech et je dis, mais j'ai pas parlé de mes parents. Alors que bien évidemment que je suis reconnaissant pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Je vous rassure, ses parents lui en veulent pas. Bon, heureusement, ça va alors. Mais voilà, qui clôture la carrière de ce bon vieux JJ à Duke. On va passer un peu plus rapidement sur sa carrière NBA parce que c'est pas un exceptionnel joueur de NBA. Petite anecdote, il est arrêté quelques jours avant sa draft pour excès de vitesse. D'accord. Voilà. Je voulais la placer, je l'aurais pas placé sinon. Reparlons donc de sa draft. Les scouts sont assez sceptiques sur JJ. Parce que shooter unidimensionnel, certes très bon joueur de NCAA, mais est-ce que ça se transmet en NBA ? Pas sûr. Pas des qualités athlétiques exceptionnelles, pas un bon défenseur. Quoi qu'il arrive, il fait les workouts, il est à peu près sûr d'être drafté au premier tour. Et comme vous le savez, les joueurs sont invités dans la green room. Et vous avez des tables où il y a la famille des joueurs. Et le nombre de places est limité. JJ sait que le nombre de places est limité, sauf qu'il a trop de frères et sœurs, enfin il a trop de membres de sa famille par rapport au nombre de places. Et il dit à l'époque, je sais pas qu'il y a des joueurs qui ont genre un frère et que je peux prendre ces sièges-là pour moi. Bah du coup, la petite sœur de JJ va regarder sa draft depuis les tribunes. Oh putain, c'est si triste. Ouais, il est dépité, genre il dit vraiment, putain je suis dégoûté, genre je m'en veux encore de ça, etc. Quoi qu'il en soit, JJ va quand même être drafté par Orlando en 2006 à la 11e position. Les 2 premières saisons vont être compliquées, pas beaucoup de temps de jeu, il est backup de Grant Hill, il a des problèmes au dos. Il y a un clair manque de confiance de la part de Monsieur Van Gundy qui est le coach à l'époque. Il va même finir à la fin de la 2e année par demander son transfert, ce qui sera refusé. C'est Stan ou Jeff Van Gundy ? C'est Jeff à l'époque. C'est Jeff. Non. C'est qui celui qui est devenu commentateur avant l'autre ? Bah Jeff. Donc c'est Jeff, pardon. Stan c'est le gros moustachu. Ouais non c'est Jeff, c'est le petit à lunettes. Et du coup comment il est donc je disais c'est très compliqué les 2 premières saisons. C'était le joueur le plus détesté du pays à Duke. C'est toujours un mec bien détesté. Autant vous dire que là, l'étiquette de bust. Oh là là, il y a des mecs qui s'en donnent à cœur joint. Oh là, il y a des mecs qui font des 2 pour le prix de 4. Ça veut rien dire, je vais vous dire. En vrai, JJ va bien rebondir puisque sa 3e saison va être bien meilleure. C'est la saison avec cette équipe du Magic qui va jusqu'en finale NBA. Notamment parce que JJ va travailler sa défense, qui est devenue average. Petite anecdote aussi, le seul dunk de sa carrière, c'est cette saison, sur un rebond offensif de Dwight Howard. Il coupe backdoor, il récupère le truc, 2 pieds de main. C'est un dunk ultra basique, mais voilà, c'est le seul dunk de sa carrière NBA, fallait le placer. Ouais, bah c'est pas mal. Comme il n'y en a pas 150 à placer. Bah il y en a un, donc... Voilà. Donc si tu dois placer tous les dunks en carrière de LeBron James, ça va prendre un peu plus de temps, j'ai envie de te dire. Ouais, ou les dunks en carrière de DeAndre Jordan. Bref. Il est prolongé à la fin de cette saison pour 3 ans par le Magic. Il va continuer à progresser, à s'installer comme un shooter très solide de NBA, en tournant globalement toujours autour des 40% de moyenne à 3 points. Mais
il sera jamais starter. À la mi-saison 2012-2013, à la fin de son contrat, Orlando veut pas le perdre contre rien, donc il est tradé à Milwaukee, avant d'être free agent l'été d'après. Il va faire une demi-saison à Milwaukee, anecdotique c'est le terme. Mais lors de cette free agency, la vie de JJ Redick va changer. Puisqu'à l'époque, nous avons une petite équipe de Lob City qui commence à faire parler d'elle sur la côte ouest, les Los Angeles Clippers avec Chris Paul, DeAndre Jordan, Blake Griffin, Will Spacing. JJ Redick. Oui, mais JJ Redick il arrive justement parce que Will Spacing. Mais justement, c'était la réponse. En fait. Oui, bien vu, pardon, j'avais pas compris. T'inquiète. C'est ok. C'est ok, il va donc signer, c'est Doc Rivers qui le fait signer, on va en parler après parce qu'il a mis une petite balle récemment à Doc Rivers. Ouais. C'est Doc Rivers notamment qui va insister pour le faire signer et qui va le mettre starter pour la première fois de sa carrière. Il devient une véritable option dans l'équipe des Clippers. Il est donc, comme je disais pour la première fois, starter d'une équipe NBA Contenders. Il est le système à certains moments de cette équipe, puisque remember l'épisode sur James Harden qui est sorti il y a pas longtemps. Je disais que les jeux NBA sont des systèmes. Je prenais l'exemple de JJ Redick dans ce podcast qui en parle. Oui, JJ Redick, époque Clippers, toutes les 6 minutes de 6 premières minutes du match, 6 premières minutes de la deuxième mi-temps, ça passait que par lui et son mouvement off-ball. Franchement, c'est beau pour JJ, parce que sa carrière NBA elle est compliquée jusque-là. Carrément. Il va pas faire grand chose, hein. Les Clippers vont avoir énormément d'échecs répétés dans la quête du titre. Je saigne encore de cette époque. Est-ce qu'on peut parler de Josh Smith et de... si tu veux, c'est pas un truc sur les Clippers, mais oui, il est notamment dans le choke face à ça. C'est juste parce que ça me fait marrer, parce que je sais que c'est une équipe que tu kiffes. Oui, voilà. J'étais dépité. Corey Brewer. Non, JJ est clairement un joueur marquant de cette époque des Clippers, tellement marquant que juste après avoir écrit ce passage-là, je suis allé jouer à 2K avec lui. L'un des événements de cette époque, c'est son buzzer beater contre les Blazers, pardon. Mais aussi le fait que sur la saison 2016, sur 6 tentatives à 3 points, Monsieur JJ Redick tournera à 47%. Fiable le shooter. Hein. Ouais, on peut dire efficace. C'est un terme qui est pas galvaudé. Efficace, hein. Ouais, exactement. En 2017, il part à Philadelphie, il va signer son plus gros contrat de sa vie en NBA, il va signer 23 millions de dollars, c'est colossal. Il va réaliser ses 2 meilleures saisons en carrière en tournant à 17 et 18 points de moyenne. On parlait avant d'un joueur qui tournait autour des 13-14 points. Moi j'ai vraiment beaucoup kiffé à l'époque les saisons de JJ Redick à Philadelphie. Il était incroyable, il était tout le temps en feu, c'était trop cool à voir. On est bien d'accord, il était très fort. Ouais, vous avez d'ailleurs de cette free agency, il a fait un documentaire avec Uninterrupted qui s'appelle The Process, où ils le suivent pendant toute sa période de free agency et sur ses choix, etc. Je veux la placer. À un moment, il parle avec sa femme et il dit si tu devais choisir entre Brooklyn, Philadelphie et Miami, qu'est-ce que tu choisirais? Et sa femme le regarde et dit je pense qu'en 1 je mettrais Brooklyn, en 2 je mettrais Brooklyn, en 3 je mettrais Brooklyn. C'est pour ça qu'il a signé au Nets du coup, non? Bah non, il a signé à Philly du coup en 2017, si t'as suivi. Je sais, c'était la vanne en fait. Ah pardon, c'est un ahuri. Mais on apprend aussi du coup que JJ aurait pu faire partir d'une équipe de Miami en 2017, ça aurait pu être chouette. En effet. Ça aurait pu être très chouette. Et les Nets, heureusement qu'il a pas signé aux Nets, hein. Les Nets de 2017-2018... Ouais, ça, oui. Pas dingue, hein. Ça commence à remonter tranquillement la pente, mais on n'y est pas encore, quoi. Ouais, on est très loin encore de la fin de la pente, hein. Ouais. Il fait donc ces 2 saisons à Philly, donc il est notamment de cette équipe avec en 2018 avec Jimmy Butler, Joel Embiid, équipe magnifique de Philadelphie qui va se faire éliminer par Monsieur Kawhi Leonard sur un tir qui ricochera beaucoup trop de fois sur le cercle. Ah oui, putain, c'est cette équipe-là. Et oui, c'est cette équipe-là. Oh la vache. Et JJ, je pense que c'est la plus grosse chance que JJ aurait pu avoir de devenir champion. Juste après ça. Il y a quand même les Warriors après, hein. Stop. Ouais, mais si tu pars du principe que les Warriors se blessent, etc. Ouais, ok.
Ça fait beaucoup de si quand même. Ça Je peux me permettre. fait beaucoup de si, on commence à couper du bois. Ouais. Putain, j'allais la faire. Je te vole toutes tes vannes. Allez, continue là. 2019, Nouvelle-Orléans, c'est le début de la fin. Il le confie lui-même, il a plus envie de jouer. Il est là seulement pour l'argent et pour finir de mettre sa famille à l'abri. En pré-retraite, quoi. Exactement, il est aussi là pour avoir un peu un rôle de vétéran. Il va faire la bulle et là, ça va le traumatiser. Il en parle vraiment avec ces termes-là. Il a voté, il le dit des parents, il dit j'ai voté pour l'arrêt de la bulle quand il y a eu la grève des joueurs parce que je ne voulais pas reprendre cette bulle. Il s'est énormément remis en question pendant cette bulle et après du coup cette bulle, il y a une anecdote exceptionnelle. Donc c'est la saison, sa dernière saison à la Nouvelle-Orléans, juste avant qu'il soit tradé à Dallas en 2020-2021. Il dit j'envoie un message à un autre gros shooter blanc de ces années-là, que tu sais de qui je parle. Attends, Aston Kutcher. Ah oui, oui, j'ai sa tête, j'ai pas son nom. Atlanta. Kyle Korver, voilà, merci. Voilà. Il envoie un message à Kyle Korver en disant hey mec, comment se passe la retraite? Kyle Korver lui répond avec un selfie, il est en train de faire du VTT dans les montagnes. Et là JJ dit j'arrête. Allez voir le podcast de JJ Redick avec Kyle Korver, c'est littéralement comme ça qu'il a introduit le podcast, c'est fantastique. Il prend donc sa retraite à la fin de la saison 2021. Peu d'exploits individuels au global sur cette carrière NBA, c'est une belle carrière de role-player, 10 saisons d'affilée au-dessus des 10 points de moyenne, l'une des mécaniques de shoot les plus académiques et parfaites de la ligue, c'est certainement la plus parfaite de la ligue. Ouais. Il est dans la discussion. Alors, me dites pas Steph parce que Steph a une mécanique de shoot atypique, mais oui, il est dans la discussion. Je pense à un Ray Allen aussi, par exemple. Ouais, Ray Allen pas mal. Ray Allen pas mal, c'est vrai. Il tourne en carrière à 41,3% à 3 points sur 5 tentatives en moyenne et avec un efficiency rating de 55%. Moi qui m'a fait rire, c'est tellement un shooter à 3 points qu'en moyenne il en prend autant que des 2 points. Voilà. Alors qu'il dépasse, et d'ailleurs il dépasse jamais la barre des 50% à 2 points. Genre, si vous prenez vraiment que les tirs à 2 points, il dépasse jamais 50%. Par contre, à 3 points, il monte à 47%. Littéralement, son carrière high en pourcentage est plus élevé à 3 qu'à 2. Ça, c'est ouf, putain. Ouais, ça, c'est vous dire le shooter. Un mec qui a essentiellement passé sa carrière sur de la fin de tir pour se créer un décalage, un très bon shooter off dribble. On referme la page NBA et on ouvre tout de suite la page du podcast et des commentaires. Les podcasts, ça a démarré plus tôt que ce que je pensais pour JJ Redick, puisque ça a démarré quand il était déjà aux Clippers. Ah ouais à l'époque, ouais, sur Yahoo Sport. Il est à l'époque le second sportif pro à détenir un podcast. Ok, c'était qui le premier Le premier, j'ai pas été chercher, mais de tête comme ça, je me demande si le podcast des frères Kelsey est pas un peu, commence pas un peu à dater, mais je pense que je dis des conneries. Donc j'en ai aucune idée, donc on va dire que c'est ça. Ouais, mais à mon avis c'est pas ça du tout, donc corrigez-moi. Il va démarrer donc à Yahoo Sport en 2016, il va passer ensuite sur The Ringer de 2017 à 2020, et en 2020 il va ouvrir avec le coproducteur qu'il avait rencontré à Ringer en 2017, Tommy Alter, sa propre société de production qui s'appelle 342, qui est une référence au fait qu'il prenait 342 tirs tous les dimanches pendant l'off-season. 342, pourquoi ce chiffre précis? J'en ai foutrement aucune idée. D'accord. Et certainement ça voulait dire quelque chose pour lui. Ok, bon, bah écoute, soit. En vrai, si, je crois que j'ai une vague idée, mais je suis pas sûr de ce qu'il dit. Il me semble que dans un podcast, il dit qu'en fait ça correspond à tu prends tant de shoots depuis un spot, tu multiplies par le nombre de spots et ça fait ce chiffre-là. Ok. C'est pas genre un verset de la Bible, sinon. Peut-être, certainement, j'en sais rien. Bon. Il va donc démarrer le podcast bien connu The Old Man and the Three Things, qui a, je trouve, l'un des meilleurs noms de podcast. C'est vrai qu'il est très cool. Ouais, alors déjà, c'est l'un des tout meilleurs podcasts. Je pense que c'est même le meilleur podcast de joueurs NBA. Oui. Pour moi. Et hein? Je dis pour moi, c'est le meilleur. Oui, pour moi aussi, c'est le meilleur. Et le premier épisode a pour invité Damian Lillard, va péter les scores, c'est fantastique. Derrière, après sa retraite, donc parce que comme je disais, il a commencé pendant qu'il était joueur, il y a eu plein de podcasts de Jardy, il y a des podcasts pendant la bulle, c'est quelqu'un qui est très intéressant à écouter parler basket et qui surtout parle basket.
Alors il est pas du tout dans l'à côté, il parle vraiment basket. Allez regarder, c'est vraiment tout, quasiment 3 à 4 fois par semaine, il y a des vidéos. Même si vous parlez pas trop anglais, essayez de vous y mettre, c'est vraiment sublime. Et puis enfin, tu sens que c'est vraiment un puits de savoir sur ce sport. Il est... Bah le QI basket quoi. C'est monstrueux, il est monstrueux. Le dernier podcast avec Tyrese Haliburton, les mecs sont là, ils ont les yeux grands ouverts en parlant de Spanish pick and roll. Ouais, tu m'étonnes. C'est magnifique. Tu m'étonnes qu'ils s'entendent bien. Ouais, et puis bah donc cette année il a dans son podcast de très beaux intervenants, puisqu'il a en intervenant régulier Jalen Williams du Thunder. Il a donc Tyrese Haliburton en intervenant régulier, il a eu Luka Doncic aussi il y a pas longtemps, c'est super chouette. Il y avait eu l'épisode avec Victor juste avant la draft qui était incroyable, ouais, cet épisode. Était exceptionnel. Il a tout le monde, hein. Il a eu Paul George, il a eu Draymond, il a tous eu. Ouais, franchement. Vous avez aussi d'excellentes reviews de la saison avec Tim Legler. Bref, allez foncer les yeux fermés sur cette chaîne, c'est fantastique. Je vais enfin réussir à parler du fait qu'il fait du commentary pour ESPN depuis 2021 et de l'analyse. Il est notamment sur les plateaux de... Ah putain, j'ai mangé le nom de l'émission avec Stephen A. Smith. Oui. Oui. Ouais, Takes machin. J'ai pu. Hot Takes, non pas Hot Takes. J'ai plus le nom non plus, ça revient pas. Il est sur ESPN avec Stephen A. Smith et il est excellent parce que c'est le seul à être un petit peu sérieux dans ce mélange d'ahurie. Parce qu'honnêtement, j'ai pas beaucoup de respect pour certains des mecs qui passent sur le plateau d'ESPN. Il a récemment fait polémique en parlant de Doc Rivers. Pour moi, c'est mérité ce qu'il dit. On est d'accord. Et il sera au commentaire des finales NBA 2024 aux côtés de Doris Burke et Mike Breen. Ah ouais? Ouais, alors en fait à la base ça devait être Doc Rivers, mais Doc Rivers étant devenu coach des Bucks... Oui, mais de toute façon, pas comme s'il allait les emmener en finale. Il pourra quand même commenter. Oh l'enculé. Oh là là, il dit pas que des mensonges. I just speak facts. Mais du coup, voilà pour ce bon vieux JJ. Superstar à Duke, shooter anecdotique de NBA, devenu figure médiatique. Magnifique. Je terminerai là-dessus. Merci JJ de m'avoir fait kiffer quand j'étais un fan des Clippers. Merci de me faire kiffer et de m'avoir donné envie de démarrer des podcasts. Et qu'est-ce que je rajouterais? Merci de m'avoir fait tomber encore plus amoureux de toi quand j'ai étudié ton histoire. C'est beau tout ça. Ouais, non mais c'est vrai. Après je tombe souvent amoureux des joueurs dont on parle, mais... Ouais. Mais peut-être un peu fleur bleue, toi. Moi? Non, moi je suis un grand sentimental aussi. J'adore l'amour, c'est trop bien. C'est beau. Allez, quoi qu'il en soit, on finira là-dessus. On se dit topette. Topette. Et à bientôt. À bientôt, bisous.